Alliance Assurance, plus qu'une assurance, une alliance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Grand plaisir de vous retrouver ce matin dans l'invité du direct, dans une des dernières émissions de la saison. On avance dans l'été, il fait très chaud ce matin à Alger. Je ne sais pas s'il fait aussi chaud à Toulouse où nous rejoignons aujourd'hui et nous allons échanger avec Norm Dahi, professeur des universités à la Toulouse School of Economics. Norm Dahi, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Ersan, merci pour l'invitation. Il fait effectivement chaud, mais moins qu'à Alger. Moins qu'à Alger. Là, il fait chaud et humide. On est à 35 degrés. Température de 16 ans. Alors, Norm Dahi, des pronostics qui, la plupart du temps, s'avèrent justes. Le retour à l'utilisation du financement non conventionnel. Tu avais pris le pari que ça se ferait. Ça s'est remis en place. On discutera tout à l'heure de comment ça se met en place et sous quelles conditions. Mais auparavant, tu es quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur les bilans de la Banque d'Algérie, sur ses politiques, notamment du temps de Mohamed El-Arsassi. Nous avons à la tête du gouvernement depuis quelques jours Ayman Ben Abdelrahman, qui a été censeur à la Banque d'Algérie pendant longtemps avant d'en devenir le gouverneur pendant une année. Ma première question, est-ce que le fait qu'un gouverneur central soit passé à la tête du gouvernement est plutôt une bonne chose dans le contexte économique algérien d'aujourd'hui? Je ne parle pas du contexte politique. Oui, bonjour. Oui, évidemment, ça veut dire qu'il a été à la Banque d'Algérie une dizaine d'années, mais avant, il a été aussi au ministère des Finances, dans l'inspection des filles à l'IGF. Il connaît le ministère des Finances. En plus, il vient d'y repasser un an. Il connaît la Banque d'Algérie. Ça veut dire qu'il connaît les agrégats. Il doit bien... tous les agrégats macroéconomiques et financiers, il doit avoir une très bonne idée de ça. Et donc, de ce point de vue-là, ça va être utile. Il connaît les équipes. Alors, sur la question qui nous intéresse, mais aussi sur le reste, pour essayer d'édifier, d'éclairer nos amis auditeurs, on a Mohamed El-Arsassi qui a été un gouverneur, on va dire, orthodoxe, au sens où il essayait de respecter les règles de gestion de la monnaie, notamment par rapport à la parité du dinar, mais pas seulement. Il a résisté à l'utilisation d'un recours excessif à la planche à billets en 2016-2017. C'est peut-être même cela qui a valu son éviction, son départ, même s'il avait passé un an particulièrement long à la tête de la Banque d'Algérie. Ensuite, il y a eu Mohamed Local qui a été, lui, expansif, puisqu'il a fait tourner la planche à billets à volonté. Quel type de gouverneur a été Ayman Ben Abdelrahman? Quand il est arrivé, il y avait beaucoup d'argent qui avait été tiré. C'est-à-dire que je rappelle que le gouvernement de Gérard au début avait publié l'état de l'économie à fin de décembre 2019. Et il y avait encore 1800 milliards de dinars. C'était le reliquat de la planche à billets. Et donc, M. Ben Abdelrahman, quand il était à la tête de la Banque d'Algérie, il n'a pas eu à émettre d'argent. Il n'a pas eu besoin. Par contre, il a préparé des textes, en particulier sur le refinancement. Il a relancé ce qui avait été fait un peu avant l'open market. Et petit à petit, quand la situation commençait à se serrer financière, la liquidité, il a commencé à baisser le taux de réserve obligatoire. Donc, on peut dire que jusqu'à juin 2020, parce qu'il est devenu ministre à peu près vers juin 2020, il y avait assez de liquidité. Il n'a pas eu à prendre des décisions difficiles. Et donc, on ne peut pas, de son passage à la Banque d'Algérie, tirer de conclusions. Je n'ai aucune conclusion. Par contre, ce qu'il a fait depuis, on peut tirer des conclusions. Il est arrivé l'été 2020. Bon, là, il y avait déjà la loi de finances 2020 et on était en pleine pandémie. Donc, on peut dire que
En 2020, il a géré les affaires courantes. C'est une situation très difficile. Mais c'est lui qui a préparé la loi de finances 2021 et c'est lui qui a préparé, Oui. et c'est lui qui a préparé la loi de finances complémentaire 2021. Dire, c'est que la loi de finances 2021, elle est très dépensière. Oui. Dépense. Et ensuite, la loi de finances complémentaire, il a augmenté les dépenses de 500 à 600 milliards. Et là, c'est quoi ces 500 milliards? En fait, c'est très facile de comprendre. La loi de finances 2021 était basée sur un baril à 45 dollars. Quand on voit les 6 premiers mois de l'année, le baril est en moyenne à 65 dollars. Et en fait, cette différence-là rapporte en termes de fiscalité pétrolière à peu près 600 milliards de dinars. Et donc, lui et le gouvernement, il s'est dépêché d'augmenter les dépenses. Il a fait une De 600 anticipation milliards, sur. malgré le fait que le déficit était énorme. Il aurait pu dire, ok, le prix du pétrole a augmenté, tant mieux, le déficit sera plus faible. Non, il a augmenté. Donc, après, il y a des raisons. Créer des. On peut des wilayas, c'est pas- rappeler sur quel poste il a augmenté parce que c'était la relance des infrastructures, d'une partie des infrastructures, des bons de commande de l'État, le secteur du bâtiment et des travaux publics attend des commandes. Je ne connais pas le détail ils n'ont pas donné le détail dans les dépenses des équipements. En tout cas, je ne l'ai pas vu. Même les dépenses d'équipement ont augmenté de 200 milliards. Si on regarde les chiffres, les agrégats, et il les connaît lui, si on voit dans la loi de finances complémentaire les dépenses actuelles, dépenses d'équipement, c'est 14,5% du PIB. C'est relativement élevé par rapport à l'historique, on pourra en parler après. Les dépenses de fonctionnement, c'est 27,6%, c'est énorme, c'est l'un des plus élevés depuis de l'Algérie indépendante. Et le total des dépenses, c'est 42%, ce qui est aussi, c'est un maximum. Donc, on peut dire que... On peut tirer des conclusions, finalement, on va bien regarder. Le profil de Ayman Ben Abdelrahman, ce serait plutôt celui d'un gestionnaire au fil de l'eau, plus que d'un réformateur. De ce que je vous ai dit, moi, il y a un seul acte que je peux regarder. Il faut regarder les faits. Il y a un seul acte. La loi de finances. Pour lui, c'est la loi de finances. Les deux lois de finances. Oui. C'est un dépensier. C'est très important que la loi de finances complémentaire, parce qu'ils ont vu, et c'est lui qui est à la tête du ministère, que le prix, que les ressources pétrolières étaient plus élevées, au lieu de se dire tant mieux, le déficit sera plus faible, non, ils ont augmenté du montant de ce montant-là les dépenses. Norm Dahi, vous êtes professeur des universités à la Toulouse Schools of Economics. Vous vivez dans un pays et dans un espace à l'OCDE où la théorie économique est en train de changer depuis quelques années, notamment depuis la crise des subprimes, mais encore plus avec la pandémie. Aujourd'hui, on conçoit très bien de laisser filer les déficits et avec très peu d'impact sur l'inflation. Je ne vais pas citer tous les plans de relance qu'il y a eu aux États-Unis, en Europe. Est-ce que l'Algérie ne peut pas prétendre aussi à cela, dépenser plus pour soutenir son économie sous les conditions que vous allez évidemment nous évoquer? Bien sûr. Déjà en temps normal, je vous rappelle, moi j'avais défendu la planche à billets en étant dans des proportions raisonnables. C'est normal qu'en 2020, tous les pays se sont retrouvés avec des déficits colossaux, imprévu à cause de la pandémie. Quand il n'y a plus d'économie réelle, c'est normal que les recettes s'effondrent et qu'après, les dépenses, on peut augmenter un peu parce qu'il faut aider, ou même beaucoup. Donc, qu'il y ait un énorme déficit en 2020, c'est normal et il n'y a pas d'autre moyen de le financer que par la Banque centrale. Ça a été le cas quasiment partout. 2021, quand même, quand on voit les autres pays, ils ont un peu serré la vis et surtout, ils n'ont pas augmenté d'autant les dépenses.
alors que notre pays les a augmentés. Et on aurait pu peut-être retarder la création de ces wilayas. Je rappelle que les impôts sur les bas revenus ont été baissés. Le SNMG a augmenté de 11%. C'est bien évidemment pour pour les gens qui gagnent le SMIC et qui ont des petits salaires. Je ne conteste pas ça. Mais globalement, on ne l'a pas vu ça ailleurs. Et donc, on a augmenté les dépenses. Et les dépenses d'équipement qui ont augmenté, je ne sais pas où est-ce qu'elles partent. Et quand je lis, on a l'impression que l'économie, elle est totalement au ralenti. Donc il faudrait voir de plus près. Il faudrait voir. Et dans le papier signé en août dernier, qui pointait la crise de la liquidité du système bancaire, il y avait un chapitre qui pointait le fait qu'on est rentré à nouveau dans une zone grise où on n'a pas de visibilité sur les chiffres. Est-ce qu'on nous cache quand même un territoire? Alors, il y a le CNRC, il y a l'activité, le chômage, il y a l'inflation, même l'inflation, on peut se poser. Même l'inflation, on peut se poser des questions. Ce n'est plus publié depuis des mois. Depuis 6 mois, on n'a plus l'inflation. L'ONS publie chaque mois. Maintenant, même ça, c'est caché. Si on alors, y les ajoute, réserves de change. alors, commerce extérieur, là, au niveau des impôts, là, on a évoqué avec les entreprises qui sont en faillite, la fiscalité ordinaire. Moi, de mon point de vue, de ce que je vois autour de moi, à mon avis, elle est en train de faire un grand plongeon. Et ça, ce n'est pas intégré dans les prévisions. Quand on voit les recettes, elles ne baissent pas beaucoup. Donc, ce n'est pas inclus dans les prévisions. Oui. Ouais. Et ça va être compensé par la hausse du prix du pétrole. C'est normal que quand il y a une crise économique, que des entreprises soient en difficulté, que les ressources, les impôts baissent, et que quand il y a un énorme choc comme Covid, ça soit le cas. Et ça a été le cas dans tous les autres pays. Et donc les entreprises les plus fragiles vont souffrir et disparaître. Et ça a du bon. Hein. C'est-à-dire, il faut pas, je suis désolé, ça peut paraître un peu brutal, mais que les entreprises les moins performantes, les moins productives, qu'elles disparaissent, évidemment, c'est une perte d'emploi, mais ça renforce les entreprises les plus productives et ça fait créer aussi de nouvelles entreprises parce que ces employés-là, ces dirigeants-là, les cadres ne vont pas disparaître, ils vont créer d'autres choses. Donc, quand il y a de la difficulté économique, des cycles bas, c'est un moyen aussi d'ailleurs en économie on parle de nettoyage, hein. C'est brutal comme terme, mais c'est un moyen aussi d'augmenter la productivité parce que c'est les plus fragiles, c'est les moins productifs qui vont disparaître. Oui, si on n'inclut pas d'autres paramètres. Bien sûr. Effectivement. Mais il faut que l'État. Ça c'est dans les règles de concurrence pure et parfaite du marché. Bon, on sait bien que c'est déjà difficile à obtenir dans les pays de marché libre. En Algérie, les biais des concurrents sont tellement grands qu'on n'est pas toujours sûr que ce soit les plus performants qui résistent et les moins performants qui disparaissent. Ah, bien sûr. Ça, après, c'est clair que qu'il y a de la prédation et il y a de la concurrence déloyale entre les entreprises, oui. Alors, la feuille de route du gouvernement Ayman Ben Abdelrahman, on a eu un peu le sentiment que, enfin la feuille de route économique évidemment, puisqu'il est confiné à cette tâche-là, clairement, on a eu un peu le sentiment qu'elle était en pointillé déjà indiquée dans le plan de relance publié par son prédécesseur, Abdelaziz Jarrad, plan de relance qui est plus qu'un plan de relance, puisqu'en fait un plan de développement avec des propositions de réforme, dans lequel il manquait le chapitre financement. Est-ce qu'il y a un commentaire à faire sur ce plan de relance qui est supposé inclure la période 2020-2024 et qui est déjà très en retard par rapport à ses objectifs intermédiaires? Il y a plusieurs remarques. La première, je rappelle que l'ancien Premier ministre Sellal avait publié
le rapport de la task force 2 semaines avant les élections de 2017. Et bon, Législatif. je pense législatives de 2017, Ouais. je pense qu'il pensait continuer, mais on sait qu'il a été débarqué. La deuxième chose, ce plan, est-ce que c'est le plan du président ou pas? Je ne sais pas. Euh, ce n'est jamais écrit explicitement. Bon, j'ai un peu lu, pas tout le détail, mais est-ce que c'est vraiment le plan du président? Ça, j'en suis pas sûr. Et donc, moi, je ne suis pas du tout sûr que l'actuel Premier ministre va l'adopter. Par contre, il y a évidemment beaucoup de choses dans ce plan qui seront suivies parce que c'est que du bon sens. La troisième chose, c'est un catalogue. Il y a beaucoup de choses, on va tout faire, mais ce qui manque, c'est évidemment, vous avez parlé du financement, on ne sait pas comment, et surtout la séquentialité. C'est-à-dire que on peut pas tout faire du jeu. C'est écrit de 2021, tout est en 2021, mais c'est pas très sérieux. On peut pas tout faire. C'est-à-dire il faut décider dans quel ordre. Et ça, c'est de la politique. Et en fait, c'est ce qui monte vraiment dans ce rapport, parce on peut dire que le financement, de toute manière, il faut financer. Donc on se débrouillera où on baissera les volumes et tout ça. C'est ce qui Mais montre vraiment la que ça se fera pas. je ne sais pas. Non, non, je ne dis pas. Non, ça veut dire que ce n'est pas. C'est un catalogue, c'est pas un plan. On peut remonter sur l'histoire du pays autour des 30 dernières années, quand il y a eu des réformes. On va en parler des deux qui sont un peu éloignés parce que Slal, il a commencé un peu, mais bon, oublions la période Slal. Mais il y en a deux, les réformateurs et l'ajustement structurel. C'est les deux. Pour faire des réformes, il faut un chef d'orchestre. Dans le premier cas, c'était le Hamrouch, et dans le deuxième cas, c'était le FMI. La deuxième chose il faut une équipe. Qui va faire ça? Donc, Hamrouch avait ses ministres très connus. Dans l'ajustement structurel, Notamment Razi Hidoussi, Oui, dont oui. on ne souligne pas toujours suffisamment le Bien rôle sûr. essentiel. Et Gomzian Rahmon, je connais, il y en avait plusieurs. Ça, c'est les têtes d'affiche. Après, il y a des gens derrière que je ne connais pas. Du temps pour le FMI, pendant la période Reda Malek, il avait 4 personnes qui s'en occupaient. Il y avait l'Arsassi, il y avait celui que tu as reçu, un ancien des finances. Enfin bon, ils étaient 4. C'était eux l'équipe. Après, Ouyahia est venu, il a mis cette équipe de côté, il a fait son boulot. Et la troisième chose, donc, c'est de dire qu'est-ce qu'on doit faire et la séquentialité. Les réformateurs l'avaient et le FMI l'avait. Et c'est ce que, là, sans être méchant de ce qu'on connaît, mais on pourrait être surpris, on a du mal à croire que M. Ben Abdelrahman est le chef d'orchestre. Mais bon, parce que il n'a pas fait C'est pas le grand-chose. chef d'orchestre, c'est pas la Hein. peine de créer cette illusion. Et deux, quelle est l'équipe? Ça, je ne sais pas. C'est important les équipes, parce que je vais prendre 2 exemples récents. Euh, L'ancien ministre de l'énergie, Abdelmajid Atta, Oui. et Aït Ali, Fahad Aït Ali. Fahad Aït Ali s'est retrouvé à l'industrie, je ne sais pas, presque 15 mois ou un. Il n'a rien fait parce qu'il était pris. Il ne contrôlait pas le ministère. Enfin, c'est comme ça, c'est ma lecture que je fais de loin. En fait, il n'avait pas d'équipe, c'est ça? C'est ça, oui, bien sûr. Il n'avait pas d'idée, il ne connaissait pas. Donc, il a dû être noyé. Et Attar, qu'il connaissait, même il a quitté longtemps, mais même lui, il n'a pas pu arriver à terme à mettre tous les décrets exécutifs de la loi d'Israël. Il l'a dit, ça va être en octobre, ça va être en décembre, mais il le reportait. Ça veut dire qu'il ne contrôlait pas le ministère. C'est ça ce que ça veut dire. Et donc, il faut des gens qui connaissent la maison, sinon il va être broyé. Et les réformateurs le savaient. Oui. Et le FMI, évidemment, la deuxième. Oui.
C'est très bien d'avoir évoqué ce sujet, Norm Dahi, parce que en fait, on peut avoir mieux qu'un catalogue. Là, il s'agit d'un catalogue. On peut même avoir un plan articulé avec la séquentialité, avec ses priorités, etc. Mais si on n'a pas les moyens de l'implémenter, on n'avancera pas pour autant. Donc ça nous amène aux équipes. Et derrière les équipes, en fait, on est déjà sur la strate politique. Construire des équipes, c'est construire des projets sur lesquels les protagonistes sont déjà d'accord. Et c'est ce qui malheureusement n'existe pas. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas une idée du type de gouvernement que nous allons avoir parce qu'on n'a pas eu un débat politique sur la politique économique à conduire et la politique tout court à conduire. Ça, c'est sur la séquentialité. En plus, il ne faut pas oublier que un des discours importants, un des messages importants du Hirar, en tout cas que moi je prends très au sérieux, Blad Bladna Ndiru Raïna. C'est Oui, très c'est la important. question de la souveraineté. C'est-à-dire que oui, mais c'est pas que non, c'est pas que de la souveraineté, c'est plus que ça. C'est-à-dire que De la souveraineté des citoyens sur leur vie, hein. Je ne parle pas de la souveraineté du pays. Exactement. Et donc la séquentialité, c'est des décisions politiques. C'est-à-dire, peut-être on va en parler. Si on va réduire les subventions, c'est lesquelles et qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent qui va être dégagé. Je prends cet exemple-là. Et ça, c'est de la politique. Ce n'est pas moi ou un expert qui va vous dire il faut faire ça et faire ça parce que c'est un coût politique élevé. Bien sûr, j'ai mon avis, mais c'est les forces politiques qui doivent décider. Oui. Et la deuxième aspect, moi, quand je voulais dire les équipes, j'ai voulu dire les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires, évidemment les hommes politiques. C'est des décisions politiques. Il faut mettre des têtes politiques à la tête des ministères, ou bien qui ont en tout cas on n'en prend pas le chemin. Qui ont la couverture politique, qui ont la couverture politique. Mais après, il faut qu'ils contrôlent les ministères, il faut qu'ils contrôlent les cadres, il faut qu'ils connaissent la maison. Sinon, on va perdre 2 ans. Ouais. Voilà. Alors, Norm Dahi, il y a une autre critique qu'on pouvait faire à ce plan de relance qu'on vient d'évoquer, en dehors de celle des réserves évoquées maintenant et qui sont complètement pertinentes, c'est comment financer. Et comment financer un plan de relance. Il y avait une tension sur les liquidités à la fin de l'été 2020. Déjà, première question. Est-ce qu'on a une idée de... Alors, la liquidité était autour de 850-900 milliards de dinars à ce moment-là. Est-ce qu'on a une idée sur à quel niveau elle se situe aujourd'hui? Non, maintenant, tout est secret, on ne connaît plus rien. En fait, elle a dû vachement baisser, parce que de ce qu'on voit. Mais il y a eu de la création monétaire qui est passée un peu inaperçue. En novembre dernier, donc M. Ben Abdelrahman, il a dit le financement se ferait par l'article 53 de la loi du crédit. Quand on lit de près, qu'est-ce qu'il dit Article 53. C'est que l'article 53, c'est qu'en gros, la Banque d'Algérie peut acheter des bons du Trésor à hauteur de 40% de ses fonds propres. Les fonds propres, c'est le capital plus les réserves. Et donc ça nous amène à 500 à 600 milliards à peu près. Plus l'article, j'ai oublié le nom, où la Banque d'Algérie peut prêter une partie liée aux ressources ordinaires de l'année dernière. Donc ça, j'avais compté. Globalement, je pense qu'il y a eu 800 milliards que la Banque d'Algérie a déjà imprimé, qu'elle a remis au Trésor. Et nous sommes d'accord, Avant les 2100. il s'agit de financement conventionnel. Il s'agit de la politique monétaire, c'est de la création monétaire. Oui, par les textes autres que l'article 45. Vous savez, moi, la planche à billets, qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça, c'est de la création monétaire. C'est la Banque d'Algérie, que ce soit le financement non conventionnel, que ce soit le financement qui vient d'être décidé en 2005, que ce soit l'open market, que ce soit l'achat des bons du Trésor par la Banque d'Algérie. Tout ça, c'est de différents articles, mais qui, in fine, reviennent à une création monétaire. Oui. Alors,
Peut-être, alors on ne sait pas si la tension est plus forte ou pas. Bon, évidemment, il y a cette On la disposition. voit, attendez, non, 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 on la voit. En fait, un indicateur de la liquidité, pourquoi est-ce que la liquidité baisse? L'année En dernière, gros, alors je pose la question, l'année dernière, c'est aussi parce que les retraits se sont accélérés. Oui, la liquidité baisse, c'est à cause du déficit de la balance des paiements et que, exactement, évidemment, aujourd'hui, on exactement, retire des dinars plus exactement, qu'avant, on était en excédent. Et ça va exactement. continuer Donc, tant qu'on est déjà, en déficit. exactement, Oui. exactement. Donc, ça, c'est le premier poste. Et après, le deuxième poste, c'est ce que vous dites. En fait, il y a une partie de l'argent qui va qui sort des banques. Alors, il y a Donc, eu ce qui est 400 créé, milliards, il y a eu un rush à cause de la pandémie, j'imagine, 400 milliards de retraits sur moins d'une année en 2020, c'est relevé dans l'article. On ne sait pas si ça s'est ralenti en 400 milliards de dinars, on ne sait pas 400 si ça s'est... milliards. Oui. 400 milliards, c'était rien que pour autour de l'Aïd, c'était de ce montant-là. Ah non, 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 c'est pas. Les montants sont beaucoup plus élevés. C'est-à-dire 400 milliards en combien de périodes? Sur une période de combien? Ah, je ne me souviens pas de la période, oui. Non, non, mais non, non, mais attendez, là, non, mais ça, c'est un retrait mensuel. Le retrait mensuel dans les banques, dans les CPP, il doit être en général beaucoup plus élevé que ça. Alors, de ce côté-là, peut-être que ça s'est calmé, mais peut-être que l'enjeu de la liquidité est devenu moins névralgique en 2021 parce que les investissements n'ont pas suivi. Les besoins de financement de l'économie, notamment pour créer des richesses nouvelles, n'ont pas suivi parce qu'il y a, on peut le dire clairement aujourd'hui, une vraie panne de l'investissement. Les chefs d'entreprise ne veulent plus prendre de risques et même les investissements publics sont au plus bas. Est-ce que ce n'est pas aussi une explication de cette relative détente, entre guillemets, qu'on a peut-être pu ressentir sur le financement Donc, et la liquidité bancaire? bien sûr, c'est clair que je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire qu'il y a de l'argent qui a été créé, je pense à peu près 800 milliards, mais on a déficit de la balance commerciale. Il a été annoncé là pour les 5 premiers mois, 1,5 milliard à peu près. Donc c'est faible. On ne sait pas pour les services, hein. Mais balance de commercial, c'est bas parce que évidemment le prix du pétrole a augmenté, mais les importations ont baissé, en particulier les importations d'équipements. Et alors, avant de partir, M. Benamra a publié un papier au ministère des Finances où il nous a donné d'un peu certains chiffres. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit sur les financements de l'économie? Pour la première fois, moi je suis de près les chiffres des annonces depuis un peu plus qu'une dizaine d'années. Je regarde de près, je suis tous les jours, enfin pas tous les jours. Pour la première fois, il a parlé du crédit des banques publiques et non pas des banques. Alors que d'habitude, quand on prend les rapports, hein, il nous parlait des crédits des banques, toutes les banques commerciales. En fait, là, il nous a dit que uniquement une banque publique, ça a augmenté de 0,4% sur 5 mois, ce qui est très faible, c'est-à-dire 1% sur un an, c'est très faible. Ça veut dire que c'est moins que l'inflation, hein. C'est-à-dire, en nominal, c'est 1%, mais en réel, rien que par rapport à l'inflation, c'est plus faible. Et surtout, il n'a pas parlé de banques commerciales privées. Je pense que le crédit a baissé. Du côté du privé a baissé et globalement, je pense qu'il a baissé. La Banque d'Algérie avait publié en février dernier un peu des chiffres et ce qu'on avait sur un peu ce qui se passe dans les banques. Et ce qui était très frappant, c'était la hausse des dépôts des entreprises. Donc, c'est clair qu'il y a une panne de l'investissement. Oui, oui. Et là, on a un indicateur indirect qui la montre. Alors, ça relativise un petit peu les enjeux. On peut dire un mot rapidement sur cela. La Banque d'Algérie a baissé son TRO, son taux de réserve obligatoire. Elle est en train de relancer l'open market. C'est une préconisation, donc je ne sais pas si elle est suivie ou pas, assouplit son système de réescompte pour les banques commerciales, qu'elle invite aujourd'hui à acheter
des bons du Trésor refinançables. On est en train de remettre en place un petit peu les conditions d'un fonctionnement de marché financier normal. C'est une question. C'est ce que j'espère, mais on n'a pas les indicateurs, c'est ce que j'espère. Et je pense que ce qui vient d'être informé, c'est-à-dire ce qui vient d'être décidé, les 2100 milliards, il y a des choses qui rassurent et des choses qui peuvent inquiéter. Donc, de quoi s'agit-il? Donc, le Trésor, donc, je rappelle que les banques, en particulier publiques, elles ont prêté 9500, près de 9000 ou 9500 milliards. Mais une bonne moitié va aux entreprises publiques. Et dans cette moitié, Sonelgaz détient la part du lion. La moitié, sur cette moitié, elle détient la moitié. Donc, Sonelgaz, c'est un quart. Mais il n'y a pas que Sonelgaz. Donc, Sonelgaz, ils doivent être à 2500 milliards. Après, on a Algérie Télécom, Air Algérie, les grosses entreprises. Elles empruntent, et aussi le logement, parce que beaucoup de logements de l'ADL, à un moment donné, c'était autour de 1000 milliards. Donc, ça, c'est les gros, les silos agricoles. C'était en gros ce que l'État ne voulait pas financer par le budget. Il disait allez emprunter aux banques, mais elles ont siphonné le système financier. Et bon, maintenant, évidemment, elles ne peuvent pas. Jamais Sonelgaz ne pourra rembourser ce qu'elle a emprunté. Donc, la planche à billets, quand du temps de Loukal et Ouihia, ça avait remboursé une partie de la dette de Sonelgaz vis-à-vis de la BNA. Mais maintenant, ils vont à hauteur de 2100. Et donc, en fait, c'est à peu près 10% du PIB. Donc, le Trésor va racheter cette dette-là auprès des banques. Et c'est la Banque d'Algérie qui va financer ça. Donc, c'est de la planche à billets, c'est de la création monétaire de manière détournée. Mais les formes sont préservées, c'est-à-dire que les taux d'intérêt, d'abord, c'est pas 0,5% du temps, comme en 2017. Là, c'est le taux directeur qui est autour de 3%. Les montants vont être décidés tous les mois. Parce que je rappelle, quand ils avaient tellement imprimé que la Banque d'Algérie a dû relancer son reprise des liquidités, c'est-à-dire ils ont inondé le marché avec la planche à billets, mais comme c'était trop, ben, ils ont repris la reprise des liquidités. Là, ils vont le faire chaque mois. Donc, ça va être mieux géré. Par contre, mon inquiétude est la suivante, c'est que maintenant, les banques, elles vont avoir 2100 milliards sur un an. Qu'est-ce qu'elles vont faire avec ça? Elles vont se remettre à financer Sonelgaz et tout ça. Donc, s'il n'y a pas de changement, on verra. Mais moi, c'est ce que je pense. Et elles vont se remettre à acheter. Parce que le Trésor dans tout ça. Mais des bons, elles vont se remettre à acheter des bons du Trésor. Voilà, ils vont se mettre à racheter du bon du Trésor. Parce que le Trésor ne récupère pas d'argent a priori par le 2100 pour financer son budget. Et donc, les banques vont acheter du bon du Trésor. Et M. Ben Abdelrahman, quand il était gouverneur de la Banque d'Algérie, il a modifié un peu les paramètres du refinancement des rescomptes des bons du Trésor. En avril 2020. Il l'a rendu beaucoup plus avantageux. Et en gros, pour vous donner une indication, si une banque commerciale a 100 milliards de dinars aujourd'hui, et qu'elle achète des bons du Trésor à long terme. Long terme, c'est à partir de 7 ans. Au fait, elle peut, avec ses 100 milliards, elle peut prêter plus de 600 milliards au Trésor. Elle peut acheter pour 600 milliards de bons du Trésor avec l'affaire du refinancement. Donc, au fait, peut dire, 2100 milliards... Oui. On peut dire que sur l'année 2021 et probablement 2022, la question de la liquidité bancaire, elle est en gros réglée. 2025. Pourquoi 2025? Parce que les 2100, ils ont un an, mais en fait, pour le remboursement, c'est renouvelable pendant 2 ans. Mais comme c'est sur un an, ça nous amène à plus 4 ans. Donc, ça nous amène à l'été 2025. Donc, ça me permet... Monsieur le Président, oui. Monsieur le Président,
pour son mandat qui se termine en décembre 2024, il n'a plus de problème de liquidité, il n'a plus de problème de dinar. D'accord. Ce qui met au chômage notre ami Rachid Sekak, qui a lancé plusieurs fois l'alerte sur la tension sur la liquidité, que j'ai invité à venir en parler ici, qui est toujours pas venu. Donc c'est un pic que je lui lance pour l'obliger à venir en parler. Je dis ça le met au chômage, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut évoquer que ce sujet. C'était le premier qui, en l'automne 2015, c'était le premier qui a dit on va avoir un gros problème de liquidité. Et moi, quand j'avais entendu ça, je me suis dit de quoi il parle. Bon. Après, en décembre 2015, on a travaillé, Raouf et moi, on a commencé à projeter Professeur sur Raouf Bouskin. Raouf Bouskin, on a commencé à travailler sur des projections sur 2 ou 3 ans, et on a vu qu'il y avait un gros problème en 2017. Que Rachid Sekak n'était pas un pyromane, en fait, il pointait un vrai problème. Non, bien sûr. Non. C'est quelqu'un de très sérieux. Et c'est dommage qu'il ne soit pas utilisé dans les banques, dans un poste important. Bah, on aurait voulu le voir comme gouverneur de la Banque d'Algérie, mais ce sera peut-être pour une autre Algérie, hein, celle d'ouverture démocratique. Mais il a été trop longtemps dans une banque privée. Je ne suis pas sûr qu'il avait le profil pour la Banque d'Algérie. Mais prendre une grande banque publique ou bien l'amener à la privatisation, il a le profil idéal. Alors, on a pris plus de temps que prévu sur ces questions-là, mais c'était très, très intéressant parce que on a diminué un petit peu le terrain. On va aller un peu plus vite sur la variable parce que bon, régler les problèmes de liquidité, ça c'est une décision souveraine, financement conventionnel ou non conventionnel. On est entre nous. Mais dans la relation au reste du monde, évidemment, le déficit de la balance des paiements va se poursuivre. Et il n'est pas évident qu'on en sorte de sitôt. Et donc, il y a cette variable qui est la variable, par définition névralgique, c'est le taux de change qui peut nous permettre d'ajuster un petit peu l'économie. Alors, vous dites qu'à terme, sur les 3-4 ans, il faudrait arriver à un dollar à 25 dinars. 250. Pardon, 250, oui. Nous au Cambio, au marché de change à côté, on coupe, on enlève le zéro parce que c'est trop lourd, à 250, pardon. Est-ce que la présence de Ayman Ben Abdelrahman à la tête du gouvernement peut remettre en route un processus où c'est plus facile de prendre les décisions entre l'exécutif et le Conseil de la monnaie du crédit de la Banque d'Algérie? Pour la coordination avec la Banque d'Algérie, le ministère des Finances, il n'y a pas de... Je ne pense pas qu'il y ait des problèmes de coordination parce que je rappelle, si on regarde la composition du Conseil de la monnaie du crédit, normalement il y a 7 personnes. Il y a le gouverneur de la Banque d'Algérie, les 3 vice-gouverneurs et il y a 3 hauts fonctionnaires. Le directeur du Trésor, le directeur de la prospective, dans tous les 2 ministères des Finances, et un haut cadre de l'énergie, Ben Hassin. Actuellement, il n'y a que 2 vice-gouverneurs. Donc, ils sont en fait 6. Et donc, en fait, c'est eux qui prennent les décisions importantes. Et donc, il n'y a pas de problème de coordination. Il pourrait, par contre, avoir des problèmes de divergence d'opinion. Ça, c'est possible. Et c'est commun. Donc, bien sûr, exactement. Maintenant, comme je vous ai dit, ce mandat présidentiel, il n'y a pas de problème de dinars, mais évidemment, les dollars, les réserves de change, c'est ça le vrai paramètre. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'ils serrent la vis. Alors, c'est très bien de couper certaines importations, hein. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. D'une part, ça étrangle l'économie. Alors, on m'a dit, je vais prendre un exemple. On m'a dit que, par exemple, les stations de dessalement, en fait, on les a empêchées d'importer certaines grosses pièces. Et là, on se retrouve avec des stations de dessalement qui sont très loin d'un, donc on ne peut pas étrangler l'économie. En plus, l'économie, à cause de la crise politique de 2019 et qui continue, et de la crise de Covid qui s'est rajoutée en 2020, comme on a dit, il y a beaucoup moins d'investissement. Donc, c'est ce qui explique que le déficit de la balance commerciale est 1,5 milliard.
on ne connaît pas les services, mais ça va reprendre. Si on veut relancer l'économie, et il faut le faire, c'est normal que les importations vont augmenter, et j'espère que ça sera en particulier tout ce qui est du matériel pour des usines. Lié à l'investissement. Voilà, exactement. Ça, c'est une chose. Alors, Après, pardon, je vais revenir au dinar. au dinar, Après, oui. il y a la partie des services. Ils sont en train de serrer la vis, mais l'affaire Jazzy, là, qui va être que les Russes veulent vendre, évidemment, ça va être pas loin de 2 milliards. Et donc, il faut s'attendre à ce qu'en 2021, 2 milliards de dollars sortent. On va vous faire le reproche d'avoir été le premier à donner une indication sur la valeur de la part de Veon. Hein. Norm Dahi. Parce que, ok. Alors, ça, en fait, c'est une question intéressante. Si vous voulez, comment on compte? On regarde les cash flows, les revenus en dinars. Et ça, c'est très facile de voir quels sont les revenus de Jazzy chaque mois. Et après, il y a différentes formules d'actualisation. Et après, on transforme, on utilise le taux de change. Et à mon avis, Veon veut le faire vite avant que le dinar ne baisse. Ils veulent sortir rapidement avant que le dinar baisse, parce que s'ils attendent 6 mois ou un an, à mon avis, là, la valeur de leur entreprise en dollars sera plus faible. Maintenant, sur la valeur du dinar, on a un déficit. Je relance sur Jazzy, Norm Dahi, puisqu'on a évoqué la question. La décision de sortir, elle n'est pas d'abord liée au taux de change, elle est liée à la stratégie du groupe qui considère qu'il doit se reconcentrer sur des actifs plus porteurs sur ses marchés traditionnels. Après, le fait de vouloir faire vite, ça vient. Le marché algérien est très porteur. Pourquoi? Les gens ils utilisent beaucoup le téléphone et tout ça. En dinar, il est porteur, mais en dollars, il n'est pas porteur. Parce que, clairement, je pense que tout le monde intègre le fait que le dinar va baisser. Et ça signifie et donc, dans que leur bilan, donc, oui, ça signifie que justement les investisseurs étrangers, ceux qui sont déjà en Algérie, considèrent que le gros de la dévaluation du dinar est devant nous et pas derrière nous. C'est ce postulat que vous prenez. Il va y avoir une partie. C'est clair qu'on va avoir de la dévaluation et si vous voulez, c'est un des gros. Hein. Alors, parce que ça va se répercuter sur leur action en bourse. Hein. Si leurs 2 milliards algériens ils passent à 1,5 milliard, ben c'est une grosse perte. Hein. C'est pas rien, c'est pas négligeable. Il y a peut-être d'autres paramètres que je ne connais pas, mais je pense que ça joue. Et dans ce cas-là, le cabinet conseil que le gouvernement algérien n'a pas encore choisi pour l'aider dans cette transaction, parce qu'en fait il s'agit d'une importante transaction, et il aurait plutôt tendance à préconiser de temporiser, puisque... Oui, exactement, de temporiser. J'espère aussi d'aller par la bourse. La bonne chose à faire, en fait, s'il y a une entreprise publique à privatiser, la plus simple, la plus facile, c'est Jazzy. Parce que tous les comptes, comme il y a une partie qui est cotée à l'étranger, ça veut dire que tous les comptes sont prêts. Et donc, c'est très facile de privatiser. Il pourrait dire même à Jazzy, sortez par la bourse, comme l'avait fait le partenaire d'NCA Ruiba il y a quelques années. Mais bon, je ne sais pas ce qu'il va faire. Ça pose le problème du partenaire technique quand même. Parce que si le partenaire technique, s'il n'y a pas un partenaire technique à l'international, on va pas dupliquer Mobilis, on va pas avoir deux opérateurs publics côte à côte. Ah non, il faut pas les laisser, non, il faut pas les Il faut peut-être attirer un autre opérateur. Peut-être. Non, bien sûr. Attendez. Le gouvernement algérien, ces dollars, il a intérêt à les utiliser là, sur des secteurs où il y a des problèmes, où on n'a pas où il faut tirer la croissance. Jazzy, ça marche très bien. Donc, l'État algérien ne devrait pas mettre $1 dans l'achat. Il devrait trouver des gens qui vont acheter. Ça peut être la population, c'est-à-dire par la bourse de 20%. Ça peut être Cévital. Cévital a quelques pourcentages. Peut-être que Cévital voudra accroître sa part. Et voilà, il y a peut-être des partenaires étrangers qui voudront là. Mais les partenaires étrangers, à mon avis, ne viendront pas maintenant. Parce qu'ils vont anticiper que le dinar va baisser. Ils vont attendre
quand le dinar sera plus faible, ils vont dire, ben maintenant, j'achète. Parce que la même entreprise, peut-être, cette partie-là coûte 2 milliards, mais peut-être dans 2 ans, elle coûtera 1,5 milliard. Norm Dahi a l'air convaincu de la baisse importante du dinar sur les prochains mois. Non, je sais mais, pas ce mais que... pourquoi? Attendez. C'est pas ce que je préconise. Moi, ce que je pense, ce que j'avais écrit dans un papier, c'est que je Décembre. pense qu'en termes. Décembre 2020. Non, j'avais donné le détail, c'était un article dans Liberté l'été dernier. Je pense que le taux de change, ça c'était, je le pensais à l'époque, hein, était surévalué à peu près de 25%. Après, si on dévalue le dinar de 25%, ça va créer de l'inflation. Et donc, il faut rajouter, parce que 25% c'est en termes réels, mais en nominal c'est plus. Donc ça, j'avais compté à 35-40. Et après, on n'aura pas le choix que d'augmenter les prix de l'énergie, ce qui va créer de l'inflation. Et donc, il faudra répercuter l'inflation sur le dinar. Parce que le différentiel d'inflation entre l'Algérie et eux, c'est pour ça que j'étais arrivé à 250. Je continue de le penser que, étant donné notre situation, je vois du mal comment est-ce qu'un dollar ne sera pas à 250 dinars dans 4 ans, peut-être 5 ans. On va finir sur C'est pas ce que je souhaite. dernière... C'est pas ce que je souhaite. Oui, bien sûr, on a bien C'est pas compris. ce que je souhaite, mais quand je réfléchis, quand je fais mes comptes, j'arrive à ça. On a bien compris, Norm Dahi. Une dernière question, parce qu'on a utilisé le temps de l'émission. Est-ce que dans le contexte d'aujourd'hui, on a bien compris que, par exemple, dans les stratégies d'investissement, les étrangers auraient plutôt intérêt à attendre avant d'acheter une entreprise dont la valeur en devise devrait baisser à cause de la dévaluation. Sauf si elle est purement exportatrice. Les entreprises qui sont purement exportatrices, c'est pas le cas de c'est pas un problème. C'est pas le cas de GIS. Oui. La reprise des emprunts obligataires. Alors, il y avait deux propositions dans le papier de l'été dernier qui me paraissent toujours d'actualité. On pourrait les rappeler et peut-être que ce gouvernement pourrait les engager. Donc moi, je suis favorable, j'ai dit, à utiliser les obligations. Et en particulier que les entreprises publiques émettent des obligations. Qu'on arrête qu'elles se fassent financer par les banques. Et c'était le cas au début des années 2000, mais après, bon ça. Et aussi de rendre les obligations plus liquides en créant les SICAV et tout ça. Et toute la législation existe. Ça, des choses. Après, il faut des obligations attractives. Et donc, il faut des taux d'intérêt élevés. Mais il faut, comme on anticipe de l'inflation, il faut une façon de rendre les obligations attractives, c'est en les indexant d'une manière ou d'une autre à l'inflation. Donc ça peut être directement indexé à l'inflation, ce qu'on appelle les TIPS, c'est très populaire maintenant. Et donc ça, ou bien de les indexer à une devise. On pourrait dire aujourd'hui, prêtez-moi 133 dinars. Ça vaut $1. Dans 3 ans, je vous rends la contrepartie $1 en dinars, plus 3%. C'est-à-dire, et si donc si le dollar est à 250 dinars dans 4 ans, et si je dois vous rembourser dans 4 ans, je ne vais pas vous rendre 133 plus 5%, je vais vous rendre 250 plus 5%. Et ça veut dire qu'on va rentrer dans la dette réelle, en termes réels et non pas nominaux, et ça va être beaucoup plus attractif. Mais il faut l'autre volet, c'est-à-dire, on peut pas, la bourse et tout ça ne fonctionne pas bien en Algérie, il y a des tas de raisons, j'avais écrit un document en 2017, mais ce qui est important, c'est aussi de rendre l'investissement dans les produits financiers attractif. Quand on regarde nos voisins, en particulier la Tunisie, en fait, ils ont des plans épargne-action. Et ce que vous mettez si vous achetez des actions ou des obligations,
En fait, ce montant-là est déductible déductible de votre revenu imposable. Donc, si vous allez, parce qu'évidemment, ça, c'est pas les petits revenus. Bien sûr, Prenons bien sûr. quelqu'un qui donne 150 000 dinars par an. Ça fait en gros un revenu d'1,8 million sur l'année. Ben, s'il achète pour 200 000 dinars d'actions, d'obligations, au fait, il sera imposé à hauteur pas sur 1,8 million, mais 1,6 million. Il faudrait effectivement beaucoup d'incitations de ce type pour remettre de la confiance et Bien pour sûr. que les Algériens Et bien acceptent, sûr. au lieu d'acheter des devises et de placer leur épargne dans une devise étrangère, acheter des Exactement. dinars qui peut être effectivement, l'obligation peut être indexée à une devise à terme. Ah, au dinar, à la valeur de À la valeur de la devise. contrepartie de. Oui, oui, bien sûr. Après, Merci, on peut trouver merci beaucoup, Nord. On a fait beaucoup plus que prévu. C'était vraiment très, très intéressant. On va reprendre dans Maghreb émergent une partie de ce que vous avez dit, notamment pour Jay-Z et pour le reste. On va vous souhaiter un bon congé et puis on va rester très connectés parce que les premières mesures du gouvernement vont probablement tomber au creux de l'été. On essaiera de les commenter très vite, peut-être avant même la rentrée, si nous sommes en position de le faire. Yatek Saha, merci beaucoup. Merci à nos amis auditeurs de nous avoir suivis. À très vite, à très bientôt pour deux dernières émissions d'invités du direct avant la coupure du mois d'août. Yatek Saha. Alliance Assurance, plus qu'une assurance, une alliance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.